Bonjour madame, je vous rencontre aujourd'hui pour prendre le temps de discuter avec vous des récents événements survenus et des impacts entourant l'accident vasculaire cérébral de votre mari. Tout d'abord, aviez-vous des questions? Je me l'ai expliqué déjà, je demeure confuse sur la condition dans laquelle mon mari se trouve. Qu'est-ce que le syndrome de verrouillage exactement? Le syndrome de verrouillage, aussi appelé locked-in syndrome, est une condition neurologique particulière qui est très rare. De manière générale, les personnes atteintes vont développer une quadriplégie, c'est-à-dire que la personne ne sera pas en mesure de produire des mouvements volontaires au niveau de ses quatre membres. Également, la personne atteinte sera incapable de faire des mouvements faciaux à cause qu'une paralysie du visage, de la langue et du pharynx surviendra. Autrement dit, votre mari est incapable de parler, d'avaler, de mâcher ou de respirer volontairement et de manière autonome. Par contre, les gens atteints du syndrome de verrouillage demeurent conscients et conservent généralement leur capacité à bouger les yeux verticalement de haut en bas ou de cligner les yeux. Ils sont également en mesure de voir, d'entendre et leur fonction cognitive demeure intacte. De cette façon, votre mari pourra vous comprendre lorsque vous allez communiquer avec lui, mais il ne sera pas en mesure de réagir, de parler ou de bouger. La sensibilité est également une fonction qui est conservée chez la personne victime du syndrome de verrouillage. Ça veut donc dire que votre mari peut ressentir tous les stimuli auxquels il est exposé sans toutefois être capable d'y réagir. Concrètement, le syndrome de verrouillage survient à la suite d'une lésion située dans une partie spécifique du tronc cérébral, soit la partie ventrale du pont. La conservation des voies spinothalamiques dorsales à la lésion permettra à la personne atteinte de conserver sa sensibilité tactile. Par contre, une lésion de la partie ventrale du pont se caractérisera par une atteinte des motoneurones supérieurs qui sont responsables de la production et de la modulation de mouvements volontaires. Ceci explique donc la raison pour laquelle une paralysie des quatre membres surviendra lors d'un syndrome de verrouillage. Par contre, les mouvements réflexes seront tout de même conservés puisque la moelle épinière demeure intacte. En ce sens, un clonus et une hyperréflexie sont des symptômes possibles du syndrome de verrouillage dû au fait qu'il y a l'absence de modulation des motoneurones inférieurs par les motoneurones supérieurs. Autant d'hommes que de femmes ont de chances de contracter un syndrome de verrouillage. La plupart du temps, comme dans le cas de votre mari, le syndrome de verrouillage survient suite à un accident vasculaire cérébral ou AVC. Pourtant, seulement 1% de la population victime d'AVC est susceptible d'être touchée par un syndrome d'enfermement. Étant donné que le syndrome de verrouillage est la plupart du temps causé par les AVC, les facteurs de risque liés au syndrome d'enfermement sont grandement reliés aux facteurs de risque de l'AVC, donc notamment l'hypertension, le diabète ou l'athérosclérose. D'autres causes moins fréquentes comme des accidents traumatiques, accidents de voiture, des tumeurs ou des infections peuvent aussi être la cause d'une telle condition. 3 formes cliniques peuvent être observées chez les patients atteints du syndrome de verrouillage. Tout d'abord, le locked-in syndrome, sous sa forme la moins sévère, peut être incomplet, c'est-à-dire que certains mouvements volontaires, autres que le mouvement vertical des yeux, ont pu être conservés. À l'opposé, le locked-in syndrome peut être total, ce qui est caractérisé par le fait que la personne atteinte ne peut pas faire aucun mouvement volontaire. Même les mouvements verticaux des yeux ne leur sont pas possibles. Finalement, il existe le syndrome de verrouillage classique. C'est celui dont votre mari est atteint, qui consiste à une immobilité totale, à l'exception du mouvement vertical des yeux et du clignement des yeux. Le diagnostic du syndrome d'enfermement est très difficile et long à établir. Il peut prendre plus de 2 mois et demi avant d'être rendu et dans certains cas jusqu'à quelques années. Mais heureusement, les membres de la famille peuvent souvent aider les professionnels de la santé. Madame, aviez-vous remarqué quelque chose qui vous indiquait que votre mari était bel et bien conscient? Oui, j'ai remarqué qu'il semblait vouloir sourire. Il avait cette petite étoile dans son regard suite à ce que je lui disais
et aux questions que je lui posais. Il bougeait ensuite ses yeux. J'avais l'impression que c'était en guise de réponse. Mon intuition me disait qu'il me comprenait. Cela est très fréquent. En effet, plus de la moitié du temps, c'est un membre de la famille plutôt qu'un professionnel de la santé comme un médecin qui identifie que la personne atteinte est consciente et qu'elle a le potentiel de communiquer avec ses yeux. C'est pourquoi la collaboration avec la famille est très importante pour ne pas manquer les petits détails et ainsi pouvoir diagnostiquer la personne le plus rapidement possible. Mais pourquoi le diagnostic semble si difficile et long à faire? D'abord, les mouvements oculaires volontaires ou le clignement des yeux peuvent être interprétés comme étant des réflexes, ce qui entrave le diagnostic. De plus, la personne qui tente de communiquer peut facilement se fatiguer et ses mouvements oculaires peuvent être désordonnés, très petits et donc difficiles à interpréter. Aussi, certains symptômes du syndrome de verrouillage sont très similaires à ceux d'autres conditions, comme l'état végétatif, les états catatoniques ou encore au mutisme akinétique. Cela explique donc pourquoi le syndrome d'enfermement peut être au départ mal diagnostiqué ou même ne pas être reconnu, surtout si le médecin n'est pas familier avec cette condition et ses symptômes. En plus des examens physiques et neurologiques pour évaluer les réflexes, les fonctions motrices et les sensations, plusieurs tests sont nécessaires pour pouvoir exclure les autres conditions et ainsi pouvoir faire le diagnostic approprié. Parmi ceux-ci, il y a l'imagerie par résonance magnétique. Cette technique très importante dans le diagnostic du syndrome d'enfermement utilise des ondes radio ainsi qu'un champ magnétique pour former des images de la région que l'on souhaite observer. Elle permet donc de visualiser à quel niveau se situent les dommages. Il y a aussi l'électroencéphalographie qui peut être utile. Elle permet de mesurer l'activité électrique du cerveau et par le fait même d'observer si les cycles veille-sommeil et l'activité cérébrale sont normaux, ce qui est vrai dans le cas d'une personne atteinte du syndrome d'enfermement. Cette technique permet aussi d'évaluer l'attention. La conscience peut donc être confirmée. La compréhension du langage et l'orientation peuvent quant à elles être évaluées avec par exemple des capteurs oculaires infrarouges. Finalement, la tomographie par opposition de position, un examen du liquide céphalorachidien, l'angiographie par résonance magnétique et des tests sanguins peuvent être utilisés pour diagnostiquer correctement le patient. Il me semble qu'avec votre description et l'importance du diagnostic, ce syndrome soit vraiment grave et pénible à vivre. Quelle sera la qualité de vie de mon mari? Vous savez, madame, une grande partie des gens atteints de ce syndrome le vivent plutôt bien. Toutefois, c'est important de se donner du temps et d'apprécier chaque petite réussite qui surviendra et c'est important de considérer que chaque personne est différente. Ne vous inquiétez surtout pas, nous vous procurons tout le soutien dont vous avez besoin. Ne soyez pas gênés de demander de l'aide ou du support, nous avons une grande équipe pour vous aider. Plusieurs personnes ont d'ailleurs recouru à un service social à la maison et ils en sont très satisfaits. Mais comment les personnes atteintes de ce syndrome peuvent pouvoir boire, manger ou parler? Je sens que vous avez plusieurs interrogations et inquiétudes. C'est tout à fait normal, je vais vous expliquer en détail toutes les étapes qui s'en viennent le plus clairement possible et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à m'interrompre. Pour commencer, plus tôt on va prendre en charge les aptitudes de la personne, mieux elle se portera. Lors de son diagnostic, nous pouvons déceler ce que la personne est encore en mesure de faire et ce qui sera probablement possible d'améliorer. De plus, en majorité, sur un plan temporaire, la personne respire à l'aide d'un petit tube dans ses voies respiratoires. Toutefois, comme elle ne peut pas contrôler les muscles responsables de la déglutition, elle va se nourrir et boire par un petit tube inséré dans son estomac. Très rapidement, la personne s'entraînera afin de retrouver certains mouvements d'un ou des doigts, des pieds, du visage ou même pouvoir produire certains sons. Dans le cas où elles peuvent bouger un des doigts, il sera possible de prévoir le contrôle d'une chaise roulante par l'appui d'un bouton près du membre ou de l'extrémité mobile. Pour les patients qui n'ont pas de mouvement au niveau des membres, il est possible de voir une certaine possibilité de contrôle d'une chaise roulante par l'interprétation des mouvements des yeux avec un ordinateur qui effectuera la commande. L'ordinateur sera préalablement programmé pour effectuer les actions demandées selon le code utilisé par la personne. Ensuite, pour communiquer avec son entourage, la personne peut utiliser un code pour dire oui ou non. Dans ce cas, les questions seront limitées à un type sans développement. De plus, les pairs et le patient peuvent établir une méthode de réponse par l'énumération de l'alphabet.
Ils peuvent personnaliser à leur goût les techniques les plus inventives afin de permettre la participation de la personne atteinte dans les discussions. Ensuite, il y a une nouvelle technologie qui voit le jour afin d'accélérer la communication et l'écriture de courriels sur l'ordinateur. Cette technique est assez complexe et elle se nomme le Brain Computer Interfaces. Ce dispositif enregistre et interprète les potentiels d'action de la région intracorticale. Toutefois, le signal peut être perdu par moment en raison d'un léger déplacement des neurones. Cette technique est encore en amélioration, mais avec l'approche de la mesure concentrée sur les potentiels des champs locaux, des signaux qui sont générés par les tissus nerveux, le Brain Computer Interfaces sera beaucoup plus contrôlé. Alors, si mon mari a recours à cette technique, je vais pouvoir comprendre ce qu'il essaie de me dire? Effectivement, cette technique permet d'interpréter ce que la personne pense et ce qu'elle souhaite dire. Dépendamment de la programmation dans l'interface, l'utilisateur peut naviguer sur l'ordinateur, écrire des courriels ou écrire ce qu'il veut dire. C'est important de considérer que cette technologie est en développement et que plus les recherches vont avancer, plus les utilisateurs pourront avoir des interactions qui seront fluides et des actions plus concrètes avec leurs proches. Donc, avec cette technologie, pensez-vous qu'il va se sentir bien et que ça va l'aider à avoir une belle vie? C'est certain que chaque personne réagit différemment. Toutefois, plusieurs études montrent que ce qui manque le plus aux personnes atteintes et ce qui est plus difficile pour leur morale, c'est de ne pas pouvoir communiquer aisément. Alors, si votre mari utilise cette technologie, il y a de fortes chances qu'il se sente bien et qu'il se sente moins seul, étant donné qu'il va pouvoir avoir des interactions avec les gens autour de lui. L'important, c'est la patience. Est-ce qu'il va pouvoir vivre longtemps comme ça? Dépendamment de l'importance des structures atteintes, les personnes ayant le syndrome d'enfermement peuvent vivre assez longtemps normalement. Plusieurs études démontrent que près de la moitié des gens atteints vivent encore 20 ans à la suite de l'arrivée de ce syndrome. La majorité va vivre au moins 10 ans. Alors, si je vous résume le tout, on a pu constater que le syndrome de verrouillage, aussi appelé Lockton syndrome, est une lésion de la partie ventrale du pont qui va venir affecter l'atteinte des motoneurones supérieurs qui sont responsables de la production et de la modulation des mouvements volontaires. Toutefois, votre mari va pouvoir tout de même avoir des sensations. Aussi, on a pu comprendre que le diagnostic est une étape importante et qu'il faut faire attention à tous les signes qui peuvent indiquer un syndrome d'enfermement, étant donné que le diagnostic est très complexe à faire. Et finalement, on a pu comprendre qu'il est important que le patient atteint du syndrome d'enfermement puisse communiquer avec ses proches et sa famille afin de pouvoir garder un bon moral.